Bienvenue dans notre émission spéciale consacrée au Forum de Crans-Montana 2017 qui s'est tenu les 18, 19, 20 et 21 mars dernier à Dakhla au Maroc. Dans le cadre de cette émission, Al-Mouatine a le plaisir de vous présenter en primeur le documentaire du réalisateur marocain Radouane Bachiri, réalisé en collaboration avec notre chaîne et l'équipe de journalistes belges dont je fais partie, qui a couvert ces journées exceptionnelles sur terre comme dans les mers à bord du Raspodi de la compagnie italienne GNV. Cette troisième édition du forum a réuni de grands décideurs de la planète et a permis d'ouvrir une réflexion approfondie sur l'Afrique au XXIe siècle, le rôle structurant du Maroc et le potentiel gigantesque de la coopération Sud-Sud, et de mettre à l'honneur les politiques volontaristes proposées par le Maroc pour les territoires du Sud, qui font de Dakhla un modèle pour toute l'Afrique, en créant un dialogue réel avec les acteurs de la politique et de l'économie mondiale. Sur ce plateau, je reçois 3 participants de cet événement pour partager avec vous leur vécu sur place. Radouane Bachiri, réalisateur du documentaire, Ten Nguyen, attaché de presse de la délégation belge, Bertin Mampaka, sénateur et député de la région Bruxelles-Capitale. Mais tout d'abord, place à la découverte du Forum de Crans-Montana 2017, Magnéto Elias. Plus d'1 millier de dirigeants d'entreprises, des représentants du gouvernement et ONG sont réunis pendant quelques jours au Royaume du Maroc et précisément à la ville de Dakhla pour la 3e édition du Forum de Crans-Montana consacré à l'Afrique. Sur le thème vers la nouvelle Afrique du XXIe siècle, stabilité, cohésion et solidarité pour un développement durable, l'amélioration des conditions de vie de population, éducation et santé, mais aussi sécurité alimentaire, l'ouverture de nouveaux hubs à la coopération Sud-Sud. C'est donc en terre d'Afrique, sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Forum Crans-Montana a mis à l'honneur le potentiel et le savoir-faire du développement du continent. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا في البداية أن نتوجه بالخطاب إلى المشاركين في الدورة السنوية لهذا المنتدى الدولي المتميز الذي ينعقد للمرة الثالثة على التوالي بمدينة الداخلة، التي نخصها برعايتنا والتي نتطلع لجعلها فضاء للقاءات ومحورا للتواصل بين المغرب وعمقه الإفريقي. تتناولها هذه الدورة وخاصة ما يتعلق منها بتحديد ملامح ومميزات إفريقيا جديدة للقرن ال21 على اعتبار أن القارة تشكل الأسبقية في السياسة الخارجية للمملكة. ونود في الختام أن نرحب بكل ضيوف المغرب الكرام المشاركين في هذا المنتدى العالمي، متمنين لكم مقاما طيبا في مدينة الداخلة جوهرة الصحراء المغربية، وداعين الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالتوفيق. محمد السادس ملك المغرب. J'estime que Dakhla aujourd'hui est une plateforme d'échange d'idées, d'expériences, de stratégies. C'est aussi une destination importante pour des milliers de personnes qui sont venues, plus de 1000 participants qui sont venus d'une centaine de pays de par le monde et qui sont tous venus pour participer à ce forum international à Dakhla, avec une idée de visiter une ville peut-être à l'extrême du Maroc, une ville africaine, mais je crois que l'impression qu'ils se sont donnée de la ville de Dakhla, qu'elle est là, c'est une ville énorme, internationale. Je crois que le forum aussi joue un rôle important dans la mesure où il renforce l'attractivité de la ville, dans la mesure où il donne un rayonnement, il améliore le rayonnement de la ville sur le plan international. Voilà, grosso modo, je crois que c'est un succès pour nous d'avoir organisé la 3e version successive de Crans-Montana. Je suis très honoré en tant que président de la région de Dakhla d'avoir participer au succès de ce travail.
Monsieur le Président de la Région, aujourd'hui envoyé spécial de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Altesse impériale et royale, Messieurs les Présidents de la République, Mesdames et Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons eu l'honneur d'entendre un texte structurant qui est le message de Sa Majesté le roi du Maroc, le roi Mohamed VI. Chaque année, quand nous venons ici, nous avons l'honneur de recevoir ce texte si important qui vous a été distribué et qui marque en lui-même les grands axes de ce que doit être notre réflexion. Eh bien, nous sommes ici parce que le Maroc est un exemple et que depuis un millénaire, il existe ici une dynastie composée de souverains visionnaires qui ont assuré que ce pays se développe, s'épanouisse dans la stabilité, dans la sécurité. Et lorsque vous regardez sur la carte du monde les pays où les ministères des Affaires étrangères conseillent les voyageurs, vous vous apercevez que le Maroc appartient à la zone verte et qu'au Maroc, on est bien et on est en sécurité. C'est la première raison pour laquelle nous sommes ici. Join hand and bow our heads in prayer and pray to the God of our short. Let us stand together. People of Libya and Iraq and Syria and Afghanistan, the trouble spots and challenges of Africa. Amen. Morocco is doing this very meaningful. One, by reconnecting with the African Union, that's a big step. At a time of so much division and separation and Brexit, Africa's reconnecting with ECOWAS, another big step. Number 3, invest in all of Africa is Morocco, right behind South Africa and Egypt. That's another concrete step in the right direction. The pipeline from Nigeria to Morocco, another step. So when there's such anxiety in the U.S. about that election and about Brexit and the election about France and the Netherlands, Morocco's strength has been its positioning, progressive positioning on development and reconciliation. And so we are indebted to King Mohammed VI in a special way, because his connections or connectivity is having worldwide impact. Ce genre de forums permettent non seulement d'émettre des solutions, mais de donner les moyens de pouvoir les mettre en pratique. Donc se rencontrer ici entre dirigeants africains, c'est une nécessité. Ce n'est pas un forum en plus, ce n'est pas un forum en trop. L'Afrique, qui a été considérée jusqu'aujourd'hui comme je veux dire, une réserve de matières premières uniquement, démontre qu'elle a aussi des potentiels sur le plan humain en matière de développement. Elle doit participer dans un monde qui évolue, mais un monde qui est en train de se fermer aussi. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Depuis la sortie des Britanniques dans l'Europe aujourd'hui, beaucoup de capitales occidentales sont en train de se fermer sur eux. Et beaucoup d'enfants africains sont en train de mourir dans la Méditerranée pour essayer de rejoindre une espèce d'Eldorado. Donc les Africains doivent, pour trouver une solution à ce problème, avant que l'Europe ne puisse venir prendre des décisions quelconques, ils doivent se rencontrer entre eux, développer leurs économies. Et le Maroc fait preuve aujourd'hui en termes de développement économique et sur le plan humain, qu'il a une expérience et une expertise à partager. Les présidents, messieurs les premiers ministres, mesdames et messieurs les ministres, madame la première dame du Suriname, monsieur le Wali, mesdames et messieurs et chers amis, ce potentiel place l'Afrique comme un leader en devenir d'énergie durable. Et dans ce cadre, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables lancée aux Nations Unies par la COP 21 à Paris en 2015, puis la COP 22 à Marrakech, a pour objectif d'augmenter la capacité énergétique du continent de 300 gigawatts d'ici 2030. Le roi Mohamed VI a compris cela avant tout le monde. Et ici, l'énergie solaire est un enjeu considérable. Et tout cela s'appuie surtout sur une locomotive inestimable. Une nouvelle génération ambitieuse et connectée, bien décidée à prendre leur destin en main. Ces jeunes montrent la voie vers une croissance digitale, durable, inclusive,
qui fera sans doute de l'Afrique du XXIe siècle le premier continent 100% numérique et vert. Au fond, on peut d'ores et déjà se demander si la vraie question n'est pas plutôt celle de l'intégration du monde dans le continent africain. يعني أنا سعيد جدا بوجودي في الداخلة وسبب سعادتي هو مجموعة من الأمور التي تلفت الانتباه. الأول هو هذا الحجم الكبير من التواصل بين المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، حضور واهتمام ومتابعة حوالي 1500 مشارك. السبب الآخر هو تنوع القضايا المطروحة في هذا المؤتمر من تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وكذلك الحرص على البيئة، المحافظة على البيئة ومكافحة الفقر ومجموعة أخرى من الاهتمامات التي أرى أنها. الجزء الأخير والثالث هو اهتمام المغرب بتطوير هذه العلاقة الجنوبية وبالذات التركيز على العلاقات الأفريقية العربية. المغرب لديه حجم كبير من الإمكانيات التي يمكن أن تساهم وبشكل كبير جدا في دعم العلاقات الأفريقية العربية، نعم، ولتطويرها بما يجعلنا قوة أكبر على مستوى العالم. Donc la ville de Dakhla, comme vous le savez, est en train de se spécialiser dans tout ce qui est accueil de grands congrès, accueil de congressistes du monde entier et plus particulièrement sur l'Afrique. Actuellement, le Maroc est sur deux très grands dossiers. Sur le dossier des énergies renouvelables, il faut absolument qu'on quitte un monde pour entrer dans un nouveau monde. Et ce monde, c'est celui des énergies renouvelables. Donc le Maroc est leader dans ce domaine. Et puis, il y a l'environnement et l'Afrique. Donc cette année, nous sommes dans l'année de la COP22. Donc là, nous accueillons effectivement beaucoup plus de pays d'Afrique parce que le Maroc doit remplir sa mission et essayer de défendre tout ce qui est environnement. Dans quelques instants, nous allons tous nous diriger vers l'agriculture, vers la conférence sur l'agriculture. Le Maroc a entamé un dossier très important qu'on appelle le 3AA. Adaptative agriculture africaine. C'est pour aider l'Afrique et tout ce qui concerne la richesse des sols africains à lutter contre la sécheresse. Ça, c'est un dossier très important. Vous savez que le Maroc, Sa Majesté a doté le prix Mohamed VI d'$1 million chaque année concernant l'environnement. Donc, on a des gros dossiers qui sont en chantier et le Maroc est en cohérence totale, c'est-à-dire en fait d'organiser la matière grise pour qu'elle se rencontre et arriver à peser sur la conscience mondiale pour faire évoluer les choses. Mohamed VI, roi du Maroc, qui a eu l'honneur de nous inviter à participer à ce forum. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les chefs d'État et anciens chefs d'État qui sont parmi nous, au rang duquel Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a toujours œuvré pour le développement de l'Afrique subsaharienne en général et des États de la CEDEAO en particulier. C'est un événement multiculturel, c'est un événement où sont réunis une multitude de personnes de nationalités différentes, mais qui ont toutes ces personnes ont tout un objectif commun, faire évoluer le monde. Ce sont aujourd'hui des jeunes, des moins jeunes, des décideurs de ce monde, qui ont répondu présent à cet événement, parce qu'ils croient justement en l'avenir de la coopération Sud-Sud. J'ai envie de dire à ces jeunes, levez vos voix, parlez, dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez faire, dites comment vous voyez les choses. Particulièrement, j'ai été impressionné par l'ensemble de l'organisation, l'ensemble du dispositif qui a été mis en place, et ensuite par la richesse des intervenants,
la richesse aussi des échanges qui ont pu se nouer a travers le personalità che ont été présentes ici. E infatti grazie a questa carica che sono stata invitata alla Crans Montana già per la terza volta, però soltanto questa volta sono riuscita appunto a partecipare, anche perché abbiamo fatto un buon lavoro con l'ambasciata marocchina in Italia e con il nostro ambasciatore italiano qui in Marocco. Credo che questo evento sia assolutamente fondamentale perché il Marocco in sé è uno Stato, l'unico Stato del Nord Africa che in questo periodo storico può garantire quella stabilità politica che serve per sviluppare i rapporti tra l'Italia, l'Unione Europea e poi anche il continente africano. Quindi credo che questo sia assolutamente fondamentale e anche le riflessioni che sono state fatte in questi giorni rispetto allo sviluppo che avrà il continente africano sono assolutamente fondamentali e cruciali, anche perché abbiamo compreso che l'immigrazione può essere una risorsa e anzi è una risorsa, e se non riusciamo tutti insieme a gestire questi fenomeni attraverso anche la cooperazione sud-sud, che è uno dei temi fondamentali che sono stati appunto sviluppati in questi giorni, credo che l'Europa avrà grandissime difficoltà ad affrontare il presente e il futuro di questo nostro continente, per cui dobbiamo portare a termine il cosiddetto processo di Barcellona, che è iniziato nel 1995 e che aveva come obiettivo quello di creare nello spazio mediterraneo uno spazio appunto di pace, sicurezza, sviluppo economico, culturale, sociale. Nous venons de Dakhla dans le cadre du Forum des Crans Montana et qui a été sponsorisé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. C'était un événement vraiment qui a été très très bénéfique au regard des échanges qu'il y a eu, des questions débattues sur la gouvernance mondiale et l'accent étant mis sur la coopération sud-sud, le rôle du Maroc a été mis en exergue. Quand on regarde comment les ports sont aménagés dans le cadre d'un système de planification intégré, on s'est dit que réellement le développement, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une volonté, et cette volonté politique est bel et bien présente au Maroc. I'm Archduchess of Austria and Princess of Tuscany. And for me it was so interesting to meet on a boat so many different nationalities and so many interesting and very important people in different fields that are not only talking about things but also doing things. And I am very interested to find out if there will be a follow-up and there will be afterwards the possibility of catching up and to exchange more. And for me it's a beautiful remembrance. I used to be here as a child. My father worked here 7 years in Casablanca, and today I am hoping to see some of the city since that time. I'm sure it has changed a lot, and I am looking forward, and I'm very thankful for this wonderful trip and very impressive forum. Very impressive. Thank you very much. Là, je dois insister sur le fait qu'il y a un leadership, il y a une vision claire de Sa Majesté Mohamed VI qui donne une impulsion à ce pays. Je suis étonné par exemple de voir Dakhla, aujourd'hui une ville en plein désert avec beaucoup d'activités. Moi j'ai fait le tour de cette ville, j'étais étonné, j'ai vu des commerces, j'ai vu des activités, j'étais étonné. Je dois féliciter aussi les autorités marocaines pour cet accueil, pour cette disponibilité. كانت تجربة مفيدة جدا بالنسبة لي كصحفي أني نشارك في هذه الرحلة التي كما قلت أعتبرها مفيدة جدا على أكثر من صعيد. بالنسبة للأمور التنظيمية كانت جيدة جدا وأنا سعدت جدا بالمشاركة في هذه الرحلة. وفي الحقيقة عندي نقطة مهمة نحب نأكدها أنه في المغرب صار تنظيم الأحداث الكبرى مثل هذه تقريبا عادة تقريبا، يعني المغاربة أثبتوا أنهم في كثير من المناسبات. أتمنى طبعا للمغاربة وللمغرب كل النجاح، كل التوفيق وكل التطور، واحنا شفناه بعينينا فقط، هو ليس كلام، لأنه رحنا
للداخله وشفنا شو يعني الداخله وشفنا كيف نيه وكيش كانت وكيش ولات وشفنا الارض يعني وشفنا المشاريع وشفنا البدايه وهذا جيد جدا ويعني يعبر من ناحيه على الناس قاعده تخدم هذا امر اكيد ثم كذلك مستقبل كبير. المؤتمر تطرق إلى مجموعة كبيرة مهمة من القضايا فيما يتعلق بحقوق المرأة، فيما يتعلق بتطوير العلاقات السياسية، فيما يتعلق بحماية البيئة، فيما يتعلق بالتعاون في مجال الموانئ ومجال التجارة. وقد كانت كلمة جلالة الملك محمد السادس كلمة مهمة جدا للمؤتمر، لأنه أوضح لنا خطة عمل مهمة جدا تتلخص في الاهتمام بكافة جوانب التعاون، ليس السياسية فقط وليس الاقتصادية ولكن كذلك الاجتماعية والثقافية والدينية. This is my first experience coming to Morocco and Casablanca and sailing in the ship with so many beautiful people. I was not knowing that Morocco people, they are so warm, and the people whom I don't know, who has been a stranger to me, all of a sudden I feel that they have become a family. This world is so beautiful. People, they are so beautiful. If you have love inside you, you can see love all around you. It is a wonderful experience, my lifetime experience. I'll never forget this trip. I made a family here, not only friends. The award and the recognition means a lot to me and my organization because it helps us connect with other young leaders who are doing equally important work around the world. So we share ideas and strategies and meet other people who we can continue to work together to make the world a better place and to help people and their lives. So it's been such an honor coming to Morocco and getting this award and recognition, and it's been amazing to meet other important and influential people, inspiring people who you can learn from and share ideas from and hopefully build important relationships from now till, the future. So it's been great and amazing being here. Maintenant, je vais me tourner vers nos invités qui ont tous été des participants de ce forum de Crans-Montana pour leur poser quelques questions sur leur vécu, sur ce qu'ils ont reçu, sur ce qui a été transmis et sur le message qu'ils viennent nous apporter à Bruxelles, en Belgique et en Europe. Je vais me tourner vers Monsieur Radouane Bachiri. Tout d'abord, merci pour ce beau documentaire. Merci. Qui nous a fait revivre des moments inoubliables, qui nous ont marqués et qui nous marqueront encore, et pour un prochain forum, je l'espère, ensemble. Qu'est-ce que le forum de Crans-Montana et pourquoi a-t-il lieu à Dakhla, dans le Sahara marocain? Donc, le forum Crans-Montana, c'est une organisation internationale qui a pour but de construire un monde plus humain. Donc pourquoi Dakhla? Parce que Dakhla, tout d'abord, c'est une ville marocaine et puis c'est un peu la porte vers l'Afrique. Et comme le but, comme j'ai dit, c'est de construire un monde meilleur et de faire créer des ponts. Donc Dakhla, c'est un peu, si on peut dire, c'est le noyau du Sahara marocain et qui est le pont et la porte entre l'Afrique du Nord et l'Afrique. En tant que coordinateur de cette délégation de journalistes belges, dont Al-Mouatine fait partie de cette délégation, pouvez-vous souligner l'importance d'une présence médiatique belge à ce forum et au Maroc? Comme vous l'avez constaté vous-même sur place, on a dû voir un peu toutes les délégations du monde entier pratiquement. Et en tant que résident ici en Belgique, donc j'ai pris l'initiative de faire découvrir cette belle région et cette organisation et ce forum donc à des médias belges, parce que il y en a qui connaissent cette organisation, il y en a qui ne la connaissent pas, mais en tout cas moi j'ai pris l'initiative de faire découvrir cette belle région et ce forum pour différents médias. Vous avez fait ce documentaire, quels en sont les temps forts et les messages que vous voudriez faire passer à une audience en Belgique et en Europe? L'Afrique aujourd'hui est gouvernée par des jeunes dirigeants pragmatiques, décomplexés, d'un monde différent de l'autre fois.
Donc maintenant, donc comme il a souligné encore Sa Majesté, donc donnant donc des solutions et donnant de la chance à ces jeunes de pouvoir construire eux-mêmes, de créer des ponts et de faire de ce monde un monde meilleur en tout cas. On l'a vu d'ailleurs dans votre documentaire, vous interviewez deux young leaders qui ont été récompensés à Dakhla. Mis à part cette récompense, est-ce qu'il y a un suivi sur leur projet? Lorsque Crans-Montana organise son forum, donc à la fin, donc au deuxième jour ou au troisième jour, donc à la fin, il récompense des jeunes leaders. Ils appellent ça des new leaders futurs. Donc c'est des jeunes qui ont des visions à long terme, etc. Et ce sont des gens entrepreneurs, ce sont des fonctionnaires dans des entreprises ou dans des administrations, mais qui ont à côté une vision, qui veulent développer quelque chose. Donc on les encourage avec cette récompense pour continuer, en tout cas, à construire leur projet. Et puis, je sais qu'ils ont pas mal d'avantages qui suivent ces récompenses. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une Marocaine qui a été récompensée donc, le 18 avril. Donc, elle m'a expliqué donc, il y a déjà un suivi. Donc, l'administration de Crans-Montana donc, prend contact avec eux et leur pose plusieurs questions. Donc, il y a un formulaire avec différentes questions auxquelles ils doivent répondre pour justement les encadrer et puis les inviter à différentes réunions un peu partout dans le monde pour voir un peu avec eux leurs projets. Et je sais qu'ils essayent aussi de trier par catégorie. Donc, catégorie politique, diplomatique, entrepreneuriat, etc. Donc, je sais, mais en tout cas, il y a un vrai suivi. C'est pas juste pour remettre un diplôme ou quoi, mais en tout cas, il y a un vrai suivi, il y a un encadrement. Et j'ai confiance à ces jeunes, en tout cas, et je suis certain qu'on peut faire des belles choses ensemble. Ce documentaire est un bel exemple du vivre ensemble. Ici, à Al-Mouatine, on est la télévision du vivre ensemble. Donc, pendant 5 jours, tant sur terre, à Dakhla et sur mer, dans le bateau affrété par GNV, la compagnie italienne. Différents pays, différentes cultures se sont mélangés, ont cohabité dans la chaleur et pour encourager les échanges justement pour le développement entre les peuples et entre les pays. Pouvez-vous nous donner des exemples? Par exemple, on a été reçu par la conseillère du président du gouvernement de Dakhla, qui était aussi à un moment assez fort. Il y a eu des dîners organisés par la délégation belge grâce à vous et à Tren, où justement on a rencontré une princesse indienne, aussi un haut représentant de l'Arabie Saoudite. Qui était avec nous. Est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti, votre vécu sur place? Comment c'était pour un peu transmettre cette notion du vivre ensemble aux Belges et Européens qui nous regardent? Écoutez, avant que je vous réponde à la question, j'aimerais préciser que le Maroc, donc le royaume du Maroc est un pays, est un royaume ouvert à toutes les religions, à tout le monde. Donc, on a des juifs, des musulmans, des chrétiens, donc des chrétiens. Donc, tout le monde, en fait, c'est un pays de vivre ensemble. Et le Marocain, de nature, aime l'hospitalité. Donc, le Maroc est ouvert, et puis depuis quelques décennies maintenant, depuis quelques années surtout, comme vous le constatez dans les médias, etc., le Maroc est devenu quand même un pays incontournable dans l'organisation des grands événements, des grandes manifestations. Et quand je dis grand, ça veut dire au niveau à l'échelon international. Et puis, encore dernièrement, on a eu la COP22 où il y a les 5 continents qui ont participé. Maintenant, on a le forum du Crans-Montana où on a eu également les 5 continents. Donc, le Maroc est un pays très ouvert. Donc, à toutes les religions, à toutes les couleurs, et voilà. Donc, c'est un pays auquel, si je dois donner un message, et si je reviens encore juste sur ce que vous venez de me dire, donc c'est vrai qu'on a vécu des moments extraordinaires, inoubliables. On n'oubliera pas ces bons moments qu'on a passés dans des familles. Et vous avez vu vous-même un peu l'accueil, l'hospitalité, les gens ils sont chaleureux, ils sont humains, etc. Et vous avez vu en plein de désert, on ne dirait pas, quand on est dans une maison et on voit toute cette chaleur, on ne dirait pas qu'on est quelque part dans le Sahara.
Et voilà, donc si je peux donner un conseil, j'invite tout le monde, j'invite les gens en tout cas qui ont l'envie d'y aller, je les encourage à y aller découvrir eux-mêmes cet endroit. Et moi, si j'ai l'occasion et si j'ai l'opportunité, je les inviterai avec plaisir et je vous réinviterai avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Kren, qu'est-ce que vous a apporté ce forum? Grâce à ce forum, j'ai rencontré des journalistes du monde entier. Je pense qu'il y en avait plus de 500. Mais aussi des grandes personnalités avec de belles valeurs humaines, telles que Monsieur Son Excellence Oussama Al-Kurdi, qui est également donc vice-président de la Chambre internationale saoudienne, la princesse de Mumbai, Sanyogita Atre, l'archiduchesse de Vienne, Camilla Habsburg-Lothringen, la députée italienne, Leonora Cimbro, Monsieur Fall, qui est le conseiller du président du Sénégal, mais aussi donc Monsieur Salvatore Provenzano, qui est le capitaine du Rhapsody, ainsi que toute son équipe. Le fait d'être logés tous sur le bateau m'a donné l'occasion de mieux les connaître, de mieux les côtoyer tous les jours. Et c'est pour moi un privilège d'avoir pu côtoyer ces grandes personnalités telles que des princes, des princesses, des ministres, des ambassadeurs, voilà, ça peut aussi des conseillers, des journalistes, voilà. Vous avez été une des chevilles ouvrières de ce forum en organisant justement principalement sur le bateau, mais aussi sur la terre, donc à Dakhla-Mam, des temps forts de rencontres entre justement ces différents participants et aussi l'équipage du bateau, du Rhapsody italien. C'est un bel exemple de vivre ensemble, et de nombreux projets de coopération se sont tissés entre ces représentants des différents peuples d'Afrique et aussi d'Europe. Pouvez-vous nous en partager vos émotions, vos exemples et aussi les leçons que vous avez tirées? Qu'est-ce que vous pouvez transmettre aux téléspectateurs belges? Alors, je pense que la plus grande réussite, la plus grande fierté, c'est d'avoir pu réunir toutes les personnalités du monde entier autour de la table du capitaine Salvatore Provenzano. J'ai pu réunir donc l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Europe, mais également le Maroc. Et alors, je dirais que même si nous venons de pays différents, de cultures différentes, de religions différentes, c'est d'abord l'amour et l'amitié qui nous a réunis. Donc ça, c'est vraiment ma plus grande, je crois, fierté. Et j'espère leur avoir transmis cette belle amitié, donc ce bel échange et l'amour. On entend dans le documentaire la musique d'une réception qu'on avait assez improvisée, où on avait été à Dakhla-Mam, chez la conseillère du président de la région. Tout à fait. Ça a été une expérience assez culturelle, mémorable, je dirais. Est-ce que vous pouviez nous en raconter quelques mots? Comment vous l'avez vécu? Vous avez arboré les tenues traditionnelles, dansé? Tout à fait, ce fut une expérience enrichissante. Mais tout d'abord, je tiens à féliciter Dakhla et son président donc, des régions, M. Katanja, et toute son équipe pour donc, ce beau séjour. Dakhla, en fait, est l'une des 12 nouvelles régions du Maroc. Et cette région, elle se situe sur le territoire du Sahara occidental. Elle est la région la plus australe et la plus vaste du Maroc.
je m'y suis toujours sentie en sécurité. Les gens sont généreux, accueillants et très attachants. Le paysage est magnifique. Et c'est vrai que j'ai vécu une journée inoubliable. C'est quand la conseillère du président nous a invités chez elle. On a pu découvrir leur culture, leur mode de vie, leur style vestimentaire, leur musique. Ça a été un moment très enrichissant. Ce documentaire est effectivement un bel exemple de vivre ensemble pendant 5 jours. Vous avez parlé d'être à Dakhla sur terre et aussi dans un bateau italien affrété par l'Italie et par la compagnie GNV. Toutes ces cultures ont cohabité, on avait des différents vestimentaires, on parlait différentes langues, pour encourager les échanges et le développement donc, entre ces pays et entre ces peuples. Quelles leçons on peut en tirer ici en Belgique de vivre ensemble et comment une telle expérience a pu vous transformer justement dans votre quotidien de cette Belgique multiculturelle où le vivre ensemble est un peu malmené ces derniers temps? C'est vrai que le fait d'être d'origine étrangère, d'origine vietnamienne, la culture vietnamienne est déjà différente de la culture européenne. Donc chez nous, quand on accueille des personnes, il y a toujours à manger et à boire à n'importe quelle heure de la journée. Les gens sont toujours les bienvenus. Ici, je pense qu'en Europe, on est beaucoup plus... je ne sais pas si c'est fermé, mais bon, j'ai beaucoup d'amis européens, donc ce sont aussi des gens généreux, mais l'accueil y est différent. Donc dans les cultures, je dirais, du Moyen-Orient, de l'Asie, de la Méditerranée, je pense que les gens sont beaucoup plus... ouvrent facilement donc leurs portes, leur cœur. Peut-être qu'ici, ça fait partie des coutumes européennes. Mais le fait de s'accepter les uns les autres, sans se juger, je pense que c'est ça la clé du vivre ensemble. Voilà. Tout à fait. Très bien. Une dernière petite question maintenant sur le forum en lui-même. Donc le Maroc était le pays hôte. Quelles sont vos impressions au niveau de l'organisation, au niveau de ce que vous avez expérimenté, tout ça. Est-ce que vous voulez souligner cette hospitalité marocaine que vous avez vécue? Les autorités marocaines ont quand même beaucoup investi. On a été accueillis à Casablanca directement déjà par les organisateurs du forum en lui-même. Donc on a été vraiment accompagnés de A à Z, je dirais, pendant toute cette expérience et ce forum. Oui, donc je tiens d'abord aussi à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le bénisse. Merci pour sa belle invitation et sa belle organisation. Le Maroc est actuellement donc sur un grand dossier, qui est le dossier des énergies renouvelables. Il est le leader dans ce domaine. L'énergie solaire est un enjeu donc considérable et je pense que le Maroc l'a très bien compris. Mais le Maroc est un très très beau pays. Je m'y suis sentie comme chez moi. En tout cas, je me suis sentie toujours en sécurité. J'ai beaucoup d'amis, de copines marocaines ici en Belgique, mais je me suis fait aussi de nouveaux amis là-bas. À Casablanca, à Dakhla, sur le bateau aussi du Rhapsody. Et ces gens-là sont devenus, ils font partie de ma vie et c'est devenu ma famille. Et alors, je tiens aussi à parler un point qui me touche parce que lors du Crans Montana Forum, il y a plusieurs thèmes qui ont été débattus.
et comme la sécurité donc, en matière de santé publique, le financement donc, de l'industrie agroalimentaire, la place de la femme en politique et en économie. Il y a aussi le phénomène migratoire vers l'Europe qui est un très très gros sujet, et la place de l'Afrique dans la nouvelle économie maritime mondiale. Mais le forum a aussi évoqué en fait le sort d'une partie de ces femmes africaines. Donc pour mieux les intégrer dans les sociétés peut avoir un impact sur le progrès économique et social. Il faut trouver des solutions pour sauver ces femmes africaines de la situation dans laquelle elles vivent, à travers l'éducation et l'investissement dans l'agriculture. Donc voilà, ça c'est un thème qui me tenait principalement à cœur lors du Crans-Montana Forum. Avez-vous pris des leçons justement quel est ce message sur la femme, la condition de la femme africaine? On a vu quand même aussi des femmes leaders comme la conseillère du président du gouvernement de Dakhla, de la région de Dakhla. On a rencontré aussi une young leader, une jeune leader marocaine aussi, qui était souvent avec nous. Est-ce que ces gens sont justement les bons exemples que vous recherchiez, ces messages que vous recherchiez? Je dirais que c'est plutôt, nous avons partagé nos différentes situations. J'ai été en politique ici en Belgique. Elle, faire de la politique là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. La place de la femme, il y a encore du chemin, mais ils avancent à leur rythme. Mais ça a été un très très beau moment de partage. J'ai énormément appris donc, à leur côté. Et je pense qu'en partageant nos expériences, je pense que les femmes peuvent changer les choses petit à petit, mais je pense qu'on y arrivera. Sénateur Mpaka, maintenant je me tourne vers vous. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, dans ce très beau documentaire, vous avez souligné l'émergence d'une nouvelle Afrique, une Afrique plus ambitieuse, plus innovatrice, qui apporte un savoir-faire unique. Je pense principalement donc au numérique et surtout aux énergies renouvelables, le solaire entre autres, aux grands enjeux économiques et environnementaux de ce monde et de l'Europe. Pouvez-vous en souligner les points principaux? Non, je crois que cette réunion, ce colloque, ce forum au Crans-Montana de Dakhla met en évidence beaucoup de choses, notamment cette dimension-là dans laquelle l'Afrique a un avenir, un enjeu, compte tenu des projets d'ailleurs qui se passent au Maroc, comme on nous l'a informé, et tout ce que nous avons entendu et vu avec tous les autres participants. Si le Maroc sert aujourd'hui, je veux dire quelque part de modèle, hein, c'est pas par hasard que tout ça se passe au Maroc, parce que le Maroc a un rôle particulier à jouer dans cette émergence de cette nouvelle Afrique. C'est un rôle qui est visiblement très bien accepté d'ailleurs et demandé par les autres pays africains, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne. C'est pour ça que ma participation à titre individuel à ce forum a été vraiment très enrichissante. Donc, que ce soit les nouvelles technologies, il y a aujourd'hui une fracture numérique réelle dans des pays, certains pays du tiers-monde, dû tout simplement à un manque de croissance économique, à un développement soutenu, qui devrait être prise en charge par rapport aux priorités qui doivent être fixées par les dirigeants africains aujourd'hui. Nous l'avons vu à travers ce forum et les thèmes qui en ont été fixés. En termes de développement durable, bien sûr, ce n'est pas un hasard. Nous revenons à Dakhla, Maroc, quelques mois après la COP21 et tout ce qui s'en est suivi. C'est la preuve aujourd'hui que le rôle de l'Afrique dans le développement global et durable à travers le monde n'est pas à négliger, parce qu'elle a des opportunités de pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres continents ont fait. Si on la compare avec ce qui se passe aujourd'hui dans les pays émergents, il y a en termes de pollution, de développement durable, des erreurs à ne pas commettre. Donc
un développement, je ne peux pas dire précipité, mais quand même à tout prix, un développement à tout prix, une croissance dont tout le monde vante les bienfaits et le mérite régulièrement, mais dont on ignore et on ne fait pas attention aux conséquences qui sont aussi désastreuses que les industries russes d'avant la perestroïka et même des industries européennes d'avant la guerre. Donc je trouve que dans tout ce que nous avons vu, entendu et tous les orateurs que nous avons écoutés, il y a un vrai souci, une préoccupation pour que l'Afrique, je ne dis pas serve de modèle, mais enfin qu'elle serve aussi d'inspiration en termes de développement durable et de développement des technologies nouvelles. J'espère en tout cas que les gens sont tous concernés. Et comment l'Europe pourrait aider justement un peu réinventer son rôle, parce que il y a des changements sur le continent africain, des nouvelles puissances émergentes comme la Chine qui sont présentes, les États-Unis sont aussi revenus. L'Europe est un peu en retrait ou joue un peu toujours. L'Europe est en crise. L'Europe est en crise morale, crise sociale, je dirais même crise d'intelligence. En crise d'intelligence, l'Europe manque de leadership. Je suis très critique, je suis moi-même sénateur et mandataire public. Ne m'en voulez pas et j'estime que je vais avec ces personnes si je tiens un jugement très sévère à l'égard de ma corporation, celle des mandataires politiques. Il y a, comme chez les prêtres, il y a des manques de vocation. Comme dans beaucoup de domaines, il y a des manques de vocation. Et quand il y a des manques de vocation chez les prêtres, c'est normal qu'on trouve peut-être dans certaines corporations des déviances énormes et que ça devienne un problème de société qu'il faut régler. C'est pareil en politique. Et je trouve que d'ailleurs, tout ce qu'on voit au niveau de la campagne française, ce qui a failli se passer en Hollande, le blocage qu'il y a eu en Espagne, la montée de l'extrême gauche en Grèce, qui a fini carrément par une humiliation collective de tout un peuple, etc. Et la preuve que des gens talentueux qui devraient mériter l'Europe qu'ont créée leurs pères au lendemain de l'indépendance, il y en a de moins en moins. Alors je trouve tout à fait compréhensible d'ailleurs, c'est cela qui explique pour moi d'ailleurs, peut-être pas compréhensible, mais ceci explique pour moi pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas compris, est en train de se désengager, vraiment n'a pas compris sa vocation, son rôle et sa mission en Afrique. Elle a apporté la colonisation, aujourd'hui où le monde est mondialisé, elle a cru qu'elle allait se développer avec les pays de l'Est et les pays dans le bloc occidental, avec l'Amérique et tous les autres pays de l'Amérique du Sud, mais elle a oublié que l'Afrique est le partenaire naturel, l'Afrique tout entière du Cap jusqu'à Tunis, pour ne pas dire Tanger, qui est la ville la plus proche, je ne me trompe pas, de l'Europe, que le partenaire naturel de l'Europe, c'est d'abord l'Afrique tout entière, dans sa diversité, dans sa composition, avec le potentiel économique que représente l'Afrique aujourd'hui. Les dirigeants, ces 30 ou 20 dernières années, ont perdu ça de vue, et ce qui explique aujourd'hui que le garde-manger, c'est comme ça que je l'appelle, l'Afrique tout entière, du monde et de l'Occident, est occupé d'être envahi par non seulement la Chine, mais il y a aussi une industrie indienne, sud-est asiatique qui est en train d'arriver. Heureusement que le sud, l'Amérique du Sud, le développement ou les pays émergents de l'Amérique du Sud ne se ruent pas encore assez sur ce fameux garde-manger. Je trouve que là, il y a des enjeux terribles que l'Europe n'a pas pris conscience, qui vont peut-être la condamnation, un renversement du centre de l'équilibre sur le plan économique, si l'Europe ne comprend pas rapidement l'enjeu qu'il y a à stabiliser d'abord les démocraties africaines, parce que ça passe par là. On n'investit pas dans un pays où il y a un coup d'État tous les quarts d'heure, où les hommes sont massacrés et tués. Dans nos rues à Bruxelles ou à Paris, il suffit de 2 ou 3 attentats pour que tout simplement, nous avons connu à Bruxelles le lockdown, c'est-à-dire des commerces qui sont tout simplement fermés parce qu'il n'y a plus de clients, parce que nous avons connu quelques attentats. Mais imaginez dans ce pays-là, ou dans certains de ces pays-là, ce n'est pas un attentat qu'il y a tous les jours, mais c'est toutes les heures que les gens sont tués dans certaines rues, sur certaines places. Donc, ça éloigne l'investissement. L'Europe doit aider à une gouvernance convenable dans ce pays-là. Et la gouvernance, pour moi, entraînera forcément attirer le capital européen,
même s'il est mondialisé aujourd'hui, le capital européen, mais quand même, la redistribution du travail et des revenus passe par quand même une nécessité que quelques enseignes européennes encore puissent être présents dans un continent où ils ont une connaissance, une histoire, un passé, des attaches qui sont réellement durables du fait de la colonisation, pour pouvoir à la fois aider l'Afrique à sortir de cette espèce de pillage, parce que moi, je n'ai pas d'autre vocabulaire pour qualifier ce qui se passe dans les pays d'Afrique subsaharienne aujourd'hui du pillage, car il y a un pillage certain, quand des millions de kilomètres carrés de terres sont vendus pour des bouchées de pain, quand des minerais sont donnés pour une poignée de dollars, quand des contrats les plus léonins sont signés au vu aussi de tous. Et je ne comprends pas comment l'Europe laisse faire, parce que pour finir, les matières premières qu'on prend gratuitement en Afrique viennent concurrencer aussi l'économie européenne, parce que ceux qui viennent sur le marché mondial avec des iPhones ou autre chose dont les matières premières ont été pratiquement confisquées à l'heure de temps terre, ils sont plus compétitifs que nos entreprises européennes. Donc j'ai toute une philosophie ou une pensée, même, je dirais même une petite rébellion, révolte sur ce que je vois passer, et je suis très dur avec les dirigeants européens qui ont laissé faire pendant des années et qui visiblement sont à la date d'aujourd'hui dépassés par la vitesse des événements dans ce pays. On parle d'une croissance qui est peut-être positive pour certains, mais qui n'est pas inclusive, qui ne profite pas à la majorité des habitants, et qui est donc créatrice de sources de conflits à venir, ou des conflits présents, et même des rébellions. D'où l'importance d'un forum de Grand Montana, qui est quand même une localité suisse, donc européenne, même s'ils ne font pas partie de l'Union. Pardon, qui a été qui est quand même originaire de Suisse. Oui, bien sûr. Il y a quand même une volonté. La Suisse est un pays qu'on peut comparer à la Belgique, même tout à fait, taille. Tout à fait. Donc, la Belgique, par votre intermédiaire, a apporté un message. Certainement, même si l'organisateur du forum est suisse, comme vous dites, et européen, la Suisse a toujours marqué une certaine neutralité, mais elle est au cœur de l'Europe malgré tout. Donc je trouve que c'est une belle initiative de sa part d'ailleurs, de le faire d'abord à Dakhla et de faire participer toute une série de cadres dirigeants, acteurs économiques et décideurs d'origine africaine pour se connaître, se rencontrer d'abord d'une part, et puis échanger des expériences, et essentiellement l'expérience marocaine. Pour vous, les temps forts, pour votre vécu du forum, quel a été pour vous les temps forts de ce forum que vous pourriez partager avec nous? Particulièrement le discours du roi qui a été dit par quelqu'un d'autre, bien entendu, le contenu et la vision qu'il y en a dedans, c'est vraiment le message le plus important. Outre les nombreuses rencontres que ce genre de forum permet de faire, j'étais d'abord d'ailleurs accompagné d'un ami ou d'une amie qui me disait, en Europe, on a de plus en plus difficile d'accueillir 4000 personnes à la fois, et de faire des forums pareils. Même Bruxelles, qui est aujourd'hui la 4e ville de congrès du monde, je suis assez bien placé à la ville de Bruxelles pour constater qu'à part tout ce qui se passe dans le land de choses de l'Union européenne, mais des événements comme ceux-là, récurrents, j'ai déjà d'ailleurs... Et puis le bateau a permis une certaine intimité, je dirais. À la fois, mais rien que tous les dîners de gala qui ont été organisés, les opportunités de rencontrer des gens venus de toute la planète Terre, sur des thèmes qui sont des préoccupations réelles. La dimension, bien sûr, de la croisière qui est offerte par GNV, la société italienne. Voilà, notamment par l'organisateur, que je remercie au passage de m'avoir convié pour la première fois à ce forum. Donc, permet vraiment de découvrir un forum. C'est pas seulement des idées qu'on jette à la figure de participants de 9h à 18h, mais c'est aussi des moments de convivialité, de découverte, de rencontres, d'échanges, de connaissances entre les différents intervenants dans ce forum. Je pense que ça a été un moment que je n'avais pas au début envisagé d'inclure dans mon programme, parce que je comptais revenir aussitôt le forum terminé. Mais c'est pas un moment, je ne vais pas dire que c'est un moment de divertissement, je n'aime pas cette expression-là. Un peu de vivre ensemble. Vivre ensemble, en effet, mais vraiment le vivre ensemble. Je pense que quand on a mon parcours des forums, on en a
a participé quelques-uns. Et qu'est-ce qui se passe généralement dans 98% des forums? On arrive, on écoute les uns les autres avec des traducteurs ou pas, on participe, on donne sa contribution, réflexion, document est fait, on échange des cartes de visite. Et puis aussitôt arrivé, aussitôt on est dans son avion et on est reparti. On se promet les uns les autres de se rappeler ou de se revoir. Mais ici, la poursuite de quelques ateliers du forum sur le bateau entre Dakhla et Casablanca était très 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 bien pensée. Parce qu'elle permet à la fois de concilier une espèce de détente. Moi, j'appelle ça par sa divertissement, j'appelle ça détente. Un moment de détente avec la poursuite de la réflexion sur les enjeux les plus importants qui ont été abordés autour de ce forum. Si c'était à recommencer, je pense que je le referai sans regret, même si généralement, pour certains forums, au bout de 3 participations ou 2, on est assez lassé. Mais moi, dans cette formule-là, je trouve qu'il faut la multiplier davantage et permettre aussi davantage, si les moyens le permettent, à d'autres personnes qui ont aussi des choses à partager, à dire dans ces endroits, de pouvoir, comment dirais-je, y venir encore davantage. Donc si vous revenez au forum, vous allez inviter vos collègues aussi, par exemple, faire une délégation du Sénat. Il y avait une délégation média belge, donc peut-être... Oui, en effet. Bon, j'ai découvert... Pour apprendre, je n'étais pas le seul sénateur en fonction. J'ai découvert un grand amateur de l'Afrique, Christophe Frassa, qui était un personnage, collègue de la Haute Assemblée française, très, très, très vif en couleur, n'est-ce pas, avec d'autres aussi sénateurs d'autres assemblées. Italienne aussi. Oui, notre collègue charmante députée italienne de la Chambre italienne, dont j'ai perdu le nom. Eleonora Madame voilà, qui était là. Il y avait quelques parlementaires européens, pas assez par rapport à tous les autres forums dans lesquels je vais régulièrement, sans compter les parlementaires européens eux-mêmes. Donc pas assez, je trouve, par mon groupe. Bon, maintenant, on ne va pas aller refaire l'Union européenne dans chaque forum ou une assemblée interparlementaire de tous les Européens dans les forums, parce que c'était un mix. Je trouve que les dosages étaient assez bien faits entre les étrangers de tous pays confondus, les Africains. C'est une expérience enrichissante. J'en ai vu d'autres, mais le forum de Dakhla m'a fortement plu. Tout à fait. Je pense que c'est comme nos autres invités, vous avez tous repris quelque chose de ce forum que vous ne vous y attendiez pas en allant. Oui. Mais la dimension vraiment d'échange, de vivre ensemble, pas seulement sur le bateau, mais à la fin du forum, ces opportunités. Bon, c'est vrai que dans d'autres forums, on organise peut-être une série d'autres activités de loisirs ou divertissement. Mais généralement, les gens se taillent après. Ils prennent leurs valises, ils prennent le premier avion, ils sont partis, ils passent d'un forum à un autre ou d'un forum à une réunion du Parlement. Ici, l'opportunité a été permise quand même pour permettre aux gens, après cette longue réflexion, partage et analyse, de pouvoir se détendre collectivement et continuer à s'enrichir. Et maintenant, en guise de conclusion, je vais me tourner vers notre réalisateur de ce beau documentaire de Dakhla. Alors, Radouane, quelques mots de conclusion. Je dirais que le Maroc s'est attaché à concrétiser son approche vis-à-vis de ses frères dans le continent. Et ce, sur différents plans, que ce soit bilatéral, régional et continental, pour le développement de la coopération sud-sud. Merci pour cette belle émission. Je remercie nos invités et à très bientôt à Dakhla.